Le crime d'Orcival, partie 3, chapitre 7. Le juge d'instruction, le père Planta et le docteur échangèrent un regard plein d'anxiété. Quel malheur frappait M. Courtois, cet homme si parfaitement estimable et si excellent en dépit de ses défauts. Était-ce donc décidément une journée maudite ? Si la ripaille s'en est tenue aux allusions, dit M. Lecoq, j'ai entendu raconter, moi qui ne suis ici que depuis quelques heures, 2 histoires très circonstanciées. Il paraît que cette demoiselle Laurence... Le père Planta interrompit brusquement l'agent de la sûreté. « Calomnie !» s'écria-t-il. « Calomnie odieuse !» Le petit monde qui jalouse les riches ne se gêne pas pour les déchirer à belles dents, faute de mieux. L'ignorez-vous donc ? Est-ce qu'il n'en a pas toujours été ainsi ? Le bourgeois, dans les petites villes surtout, vit, sans s'en douter, comme dans une cage de verre. Nuit et jour, les yeux de lynx de l'envie braqués sur lui l'observent, l'épient, surprennent celles de ses démarches qu'il croit les plus secrètes pour s'en armer contre lui. Il va, content et fier, ses affaires prospèrent, il a l'estime et l'amitié de ceux de sa condition. Et pendant ce temps, il est vilipendé dans les classes inférieures, traîné dans la boue, sali par les plus injurieuses suppositions. Est-ce que l'envie respecte quelque chose ? Si mademoiselle Laurence a été calomniée, fit en souriant le docteur Gendron, au moins a-t-elle trouvé un bon avocat pour défendre sa cause. Le vieux juge de paix, l'homme de bronze, comme dit M. Courtois, rougit imperceptiblement, un peu embarrassé de sa vivacité. « Il est des causes, reprit-il doucement, qui se défendent seules. Mademoiselle Courtois est une de ces jeunes filles qui ont droit à tous les respects. Mais il est de ces abominations qu'aucune législation ne saurait atteindre et qui me révoltent. Il faut songer, messieurs, que notre réputation, l'honneur de nos femmes et de nos filles, sont à la merci du premier gredin doué d'assez d'imagination pour inventer une abomination. On ne le croira peut-être pas, peu importe, on répétera sa calomnie, on la propagera. Qu'y faire ? Pouvons-nous savoir ce qui se dit contre nous, en bas, dans l'ombre ? Le saurons-nous jamais ? Eh, répliqua le docteur Gendron, que nous importe ? Il n'est pour moi qu'une voie respectable, celle de la conscience. Quant à ce qu'on appelle l'opinion publique, comme c'est en réalité la somme des opinions particulières de milliers d'imbéciles et de méchants, je m'en moque comme de l'an 40. La discussion se serait peut-être prolongée sans le juge d'instruction qui, ayant tiré sa montre, fit un geste de dépit. « Nous causons, dit-il, nous parlons et l'heure marche. Il faut nous hâter. Partageons-nous, au moins, la besogne qui reste. » Le ton impérieux de M. Dominy glaça sur les lèvres de M. Lecoq quelques réflexions dont il attendait le placement. Il fut alors convenu que, pendant que le docteur Gendron procéderait à l'autopsie, le juge d'instruction rédigerait son projet de rapport. Le père Planta restait chargé de surveiller la suite des investigations de l'homme de la préfecture de police. Dès que l'agent de la sûreté se trouva seul avec le vieux juge de paix, « Enfin, dit-il en respirant longuement, comme s'il eût été soulagé d'une lourde oppression, « enfin, nous allons pouvoir marcher maintenant. » Et comme le père Planta souriait un peu, il goba un carré de pâte et ajouta « Arriver quand une instruction est commencée est déplorable, monsieur le juge de paix, tout à fait déplorable. Les gens qui vous ont précédé ont eu le temps de se faire un système, et si vous ne l'adoptez pas d'emblée, c'est le diable. » On entendit dans l'escalier la voix de M. Dominy appelant son greffier qui, arrivé un peu après lui, était resté au rez-de-chaussée. « Tenez, monsieur, ajouta l'agent, voici monsieur le juge d'instruction qui se croit en face d'une affaire toute simple, tandis que moi, monsieur Lecoq, l'égal au moins de ce drôle de Gévrol, moi, l'élève chéri du père Tabaret, il ôta respectueusement son chapeau, je n'y vois pas encore clair. » Il s'arrêta, récapitulant sans doute le résultat de ses perquisitions, et reprit. « Non, vrai, je suis dérouté, je m'y perds presque. Je devine bien sous tout ceci quelque chose,
Mais quoi? Quoi? La figure du père Planta restait calme, mais son œil étincelait. Peut-être avez-vous raison, approuva-t-il d'un air détaché. Peut-être, en effet, y a-t-il quelque chose. L'agent de la sûreté le regarda, il ne bougea pas. Il continuait à offrir la physionomie la plus indifférente du monde, tout en relevant quelques notes sur son carnet. Il y eut un assez long silence, et M. Lecoq en profita pour confier au portrait les réflexions qui lui battaient la cervelle. « Vois-tu bien, chère mignonne, disait-il, ce digne monsieur m'a l'air d'un vieux finaud dont il faut surveiller attentivement les faits et gestes. Il ne partage pas, il s'en faut, les opinions du juge d'instruction. Il a une idée qu'il n'ose nous dire, et nous la trouverons. Il est malin, ce juge de paix de campagne. Du premier coup, il nous a devinés, malgré nos jolis cheveux blonds. Tant qu'il a pu croire que, nous égarant, nous prendrions les brisées de M. Dominy, il nous a suivis, nous appuyant, nous montrant la voie. Maintenant qu'il sent que nous tenons la piste, il se croise les bras, il se retire. Il veut nous laisser l'honneur de la découverte. Pourquoi? Il est d'ici. A-t-il peur de se faire des ennemis? Non. C'est un de ces hommes qui ne craignent pas grand-chose. Quoi donc? Il recule devant sa pensée. Il a trouvé quelque chose de si surprenant qu'il n'ose s'expliquer. Une subite réflexion changea le cours des confidences de M. Lecoq. « 1000 diables, pensait-il. Et si je me trompais, si ce bonhomme n'était pas fin du tout, s'il n'avait rien découvert, s'il n'obéissait qu'à des inspirations du hasard. On a vu des choses plus surprenantes. J'en ai tant connu, de ces gens dont les yeux sont comme les pitres des baraques. Ils annoncent qu'à l'intérieur on contemple des merveilles. On entre et on ne voit rien, on est volé. Mais moi, il eut un sourire. Je vais bien savoir à quoi m'en tenir. Et prenant l'air le plus niais de son répertoire, « Ce qui reste à faire, monsieur le juge de paix, dit-il tout haut, est, en y réfléchissant bien, assez peu de choses. On tient les deux principaux coupables, en définitive, et quand ils se décideront à parler, ce qui arrivera tôt ou tard, si monsieur le juge d'instruction le veut, on saura tout. » Un seau d'eau glacée tombant sur la tête du père Planta ne l'eût pas plus surpris, ne l'eût pas surtout surpris plus désagréablement. « Comment ?» balbutia-t-il d'un air absolument abasourdi. « C'est vous, monsieur l'agent de sûreté, un homme habile, expérimenté, qui... » Ravi de la réussite de sa ruse, M. Lecoq ne put tenir son sérieux, et le père Planta, qui s'aperçut qu'il était tombé dans un piège, se prit à rire franchement. Entre ces deux hommes savants dans la science de la vie, d'un esprit également subtil et défié, pas un mot, d'ailleurs, ne fut échangé. Ils s'entendaient, ils se comprenaient. « Toi, mon bonhomme, se disait l'agent de la sûreté, tu as quelque chose dans ton sac. Seulement, c'est si énorme, si monstrueux, que tu ne l'exhiberais pas pour un boulet de canon. Tu veux qu'on te force la main? On te la forcera. » Il est futé, pensait le père Planta. Il sait que j'ai une idée. Il la cherchera, et certainement, il la trouvera. Monsieur Lecoq avait remis dans sa poche la bonbonnière à portrait ainsi qu'il fait quand il travaille sérieusement. Son amour-propre d'élève du père Tabaret était émoustillé. Il jouait une partie, et il est joueur. « Donc, s'écria-t-il, à cheval, et rendez la main. » On a, dit le procès-verbal de monsieur le maire d'Orcival, trouvé l'instrument avec lequel on a tout brisé ici. Nous avons retrouvé, répondit le père Planta, dans une chambre du second étage, donnant sur le jardin, une hache, par terre, devant un meuble attaqué légèrement, mais non ouvert. J'ai empêché qu'on y touchât. Eh bien, vous avez fait, monsieur. Est-elle lourde, cette hache? Elle doit bien peser 1 kilo.
C'est parfait. Montons la voir. » Ils montèrent, et M. Lecoq, aussitôt, oubliant son rôle de mercier soigneux de ses vêtements, se coucha à plat ventre, étudiant alternativement et la hache, une arme terrible, pesante, emmanchée de frêne, et le parquet luisant et bien ciré. « Je suppose, moi, observa le juge de paix, que les malfaiteurs ont montré cette hache et ont attaqué ce meuble dans le seul but d'éparpiller les suppositions de l'enquête, pour compliquer le problème. Cette arme n'était pas nécessaire pour enfoncer cette armoire qui ne tient à rien, que je briserais avec mon poing. Ils ont donné un coup, un seul, et posé la hache tranquillement. » L'agent de la sûreté s'était relevé et s'époussetait. « Je crois, monsieur, dit-il, que vous vous trompez. Cette hache n'a pas été posée tranquillement à terre. Elle a été jetée avec une violence qui décèle un grand effroi ou une vive colère. Tenez, voyez ici, sur le parquet, ces 3 marques qui se suivent. Lorsque le malfaiteur a lancé la hache, elle est tombée d'abord sur le tranchant, de là cette entaille. Puis elle est retombée sur le côté, et l'envers, qui est un marteau, a laissé cette trace. Tenez, ici, sous mon doigt. Enfin, elle était lancée avec tant de vigueur qu'elle a fait un tour sur elle-même, et qu'elle est venue de nouveau entailler le parquet, là, à l'endroit où elle est maintenant. »« C'est juste, » murmurait le père Planta. « C'est très juste. » Et les observations de l'agent dérangeant sans doute son système, il ajoutait d'un air contrarié. « Je n'y comprends rien. Rien du tout. » Monsieur Lecoq poursuivait ses observations. « Les fenêtres qui sont maintenant ouvertes, demanda-t-il, l'étaient-elles ce matin, lors des premières perquisitions ? » « Oui. »« Alors, c'est bien cela. Les assassins ont entendu un bruit quelconque dans le jardin, et ils sont allés regarder. Qu'ont-ils vu ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce qu'ils ont vu les a épouvantés, qu'ils ont jeté la hache précipitamment et se sont enfuis. Examinez la position des entailles. Faites en biais, naturellement. Et vous verrez que la hache a été lancée par une personne qui se tenait non pas près du meuble, mais près de la fenêtre ouverte. » À son tour, le père Planta s'agenouilla, regardant avec une attention extrême. L'agent disait vrai. Il se redressa un peu interdit, et après un moment de méditation, « Cette circonstance me gêne un peu, dit-il. Cependant, à la rigueur... » Il s'arrêta, immobile, songeur, une de ses mains appuyée sur son front. « Tout peut encore s'expliquer, » murmura-t-il, ajustant mentalement les diverses pièces de son système. « Et en ce cas, l'heure indiquée par la pendule serait la vraie ?» Monsieur Lecoq ne songeait pas à interroger le vieux juge de paix. D'abord, il savait bien qu'il ne répondrait pas, puis sa vanité était engagée. Comment, lui, il ne devinerait pas une énigme déchiffrée par un autre ? « Moi aussi, fit-il, monologuant à haute et intelligible voix, cette circonstance de la hache me dérange. Je supposais que les brigands avaient opéré à loisir, et pas du tout. Je découvre qu'ils ont été surpris, qu'on les a troublés, qu'ils ont eu peur. » Le père Planta était tout oreille. « Il est vrai, poursuivit lentement M. Lecoq, que nous devons diviser les indices en 2 catégories. Il y a les indices laissés à dessein pour nous tromper, le lit des faits, par exemple, puis les indices involontaires, soit les entailles de cette hache. Mais ici, j'hésite. L'indication de la hache est-elle vraie ou fausse, bonne ou mauvaise ? Je me croyais sûr du caractère des assassins, et alors l'enquête allait de soi. Tandis que maintenant... » Il s'interrompit. Les plis de son front, la contraction de sa bouche, trahissaient l'effort de sa pensée. « Tandis que maintenant... » interrogea le père Planta. Monsieur Lecoq, à cette question, eut l'air étonné d'un homme qu'on éveille. « Je vous demande pardon, monsieur, dit-il. Je m'oubliais.
C'est une habitude déplorable que j'ai comme cela de réfléchir et de chercher tout haut. Voilà pourquoi je m'obstine presque toujours à opérer seul. Mes incertitudes, mes hésitations, la vacillation de mes soupçons me feraient perdre, si on les entendait, mon prestige de policier devin, d'agent pour lequel il n'est pas de mystère. Le vieux juge de paix avait un sourire d'indulgence. D'ordinaire, poursuivit l'homme de la préfecture, je n'ouvre la bouche que lorsque mon siège est fait. Et alors, d'un ton péremptoire, je rends mes oracles. Je dis, c'est ceci ou c'est cela. Mais aujourd'hui, j'agis, sans trop me contraindre, devant un homme qui sait qu'on ne résout pas du premier coup un problème aussi compliqué que me semble être celui-ci. Je laisse voir sans vergogne mes tâtonnements. On ne parvient pas à la vérité d'un bond, on y arrive par une suite de calculs assez compliqués, grâce à une série d'inductions et de déductions qui s'enchaînent. Eh bien, en ce moment, ma logique est en défaut. Comment cela ? Demanda le père Planta. Oh, c'est fort simple, monsieur le juge de paix. Je croyais avoir pénétré les assassins, les savoir par cœur, ce qui est capital au début, et je ne reconnais plus les adversaires imaginés. Sont-ils idiots ? Sont-ils extrêmement fins ? J'en suis à me le demander. La ruse du lit et de la pendule m'avait, à ce que je supposais, exactement donné la mesure et la portée de leur intelligence et de leurs inventions. Déduisant du connu à l'inconnu, j'arrivais par une suite de conséquences très simples à tirer, à prévoir tout ce qu'ils avaient pu imaginer pour détourner notre attention et nous dérouter. Mon point de départ admis, je n'avais, pour tomber juste, qu'à prendre le contre-pied des apparences. Je me disais, on a retrouvé une hache au 2e étage, donc les assassins l'y ont portée et oubliée à dessein. Ils ont laissé 5 verres sur la table de la salle à manger, donc ils étaient plus ou moins de 5, mais ils n'étaient pas 5. Il y avait sur la table comme les restes d'un souper, donc ils n'ont ni bu ni mangé. Le cadavre de la comtesse était au bord de l'eau, donc il a été déposé là, et non ailleurs avec préméditation. On a retrouvé un morceau d'étoffe dans les mains de la victime, donc il y a été placé par les meurtriers eux-mêmes. Le corps de madame de Trémorel est criblé de coups de poignard et affreusement meurtri, donc elle a été tuée d'un seul coup. Bravo, oui, bravo, s'écria le père Planta, visiblement charmé. Eh non, pas bravo, fit monsieur Lecoq, car ici mon fil se casse. Je rencontre une lacune. Si mes déductions étaient justes, cette hache aurait été remise bien paisiblement sur le parquet. Si, encore une fois, bravo, reprit le père Planta, car cette circonstance est une particularité qui n'infirme en rien notre système général. Il est clair, il est certain que les assassins ont eu l'intention d'agir comme vous dites. Un événement qu'ils ne prévoyaient pas les a dérangés. Peut-être, approuva l'agent de la sûreté à demi-voix. Peut-être votre observation est-elle juste. Mais c'est que je vois encore autre chose. Quoi ? Rien. Pour le moment, du moins. Il est nécessaire avant tout que je voie la salle à manger et le jardin. Monsieur Lecoq et le vieux juge de paix descendirent bien vite, et le père Planta montra à l'agent les verres et les bouteilles qu'il avait fait mettre de côté. L'homme de la préfecture prit les verres l'un après l'autre, les portant à la hauteur de son œil, les exposant au jour, étudiant les places humides qui ternissaient le cristal. L'examen terminé. « On n'a bu dans aucun de ces verres, déclara-t-il résolument. « Quoi ? Pas dans un seul ?» L'agent de la sûreté arrêta sur le vieux juge un de ces regards qui font tressaillir la pensée au plus profond repli de l'âme, et répondit en mettant un intervalle calculé entre chacun de ces mots. « Pas dans un seul. » Le père Planta ne répondit que par un mouvement de lèvres qui disait clairement « Vous vous avancez peut-être beaucoup. » Monsieur Lecoq sourit,
et, allant ouvrir la porte de la salle à manger, il appela. « François ?» Le valet de chambre de feu monsieur le comte de Trémorel accourut. La figure de ce brave garçon était décomposée. Fait inouï, bizarre, ce domestique regrettait son maître. Il le pleurait. « Écoute-moi bien, mon garçon, » lui dit l'agent de la sûreté, le tutoyant avec cette familiarité qui caractérise les employés de la rue de Jérusalem. « Écoute-moi bien, et tâche, en me répondant, d'être exact, net et bref. »« J'écoute, monsieur. » « Avait-on l'habitude au château de monter du vin à l'avance ? » ?»« Non, monsieur. Moi-même, avant chaque repas, je descendais à la cave. » »« Il n'y avait donc jamais une certaine quantité de bouteilles pleines dans la salle à manger ? » ?»« Jamais, monsieur. »« Mais il devait quelquefois en rester en vidange ? » ?»« Non, monsieur. Feu monsieur le comte m'avait autorisé à emporter pour l'office le vin de la desserte. »« Et où mettait-on les bouteilles vides ? » ?»« Je les plaçais, monsieur, dans le bas de cette armoire d'encoignure, et quand il y en avait un certain nombre, je les descendais à la cave. »« Quand en as-tu descendu la dernière fois ? » ?»« Oh, François parut chercher. Il y a bien 5 ou 6 jours. »« Bien. Maintenant, quelle liqueur aimait ton maître ? » ?»« Feu monsieur le comte, monsieur, et le brave garçon eut une larme, ne buvait presque jamais de liqueur. Quand par hasard il avait envie d'un petit verre d'eau-de-vie, il le prenait dans la cave à liqueur que voici, là, sur le poêle. Il n'y avait donc pas dans les armoires de bouteilles de rhum ou de cognac entamées. Pour ça non, monsieur. Merci, mon garçon, tu peux te retirer. François allait sortir. Monsieur Lecoq le rappela. Eh, lui dit-il d'un ton léger, pendant que nous y sommes, regarde donc dans le bas de l'encoignure si tu retrouves ton compte de bouteilles vides. Le domestique obéit, et l'armoire ouverte, s'écria. Tiens, il n'y en a plus une seule. Parfait, reprit monsieur Lecoq. Cette fois-ci, mon brave, montre-nous tes talons pour tout de bon. Aussitôt que le valet de chambre eut fermé la porte. Eh bien, demanda l'agent de la sûreté, que pense monsieur le juge de paix ? Vous aviez raison, monsieur Lecoq. L'agent de la sûreté alors flaira successivement tous les verres et toutes les bouteilles. Allons bon, s'écria-t-il en haussant les épaules, encore une preuve nouvelle à l'appui de mes suppositions. Quoi encore ? Demanda le vieux juge de paix. Ce n'est même pas du vin, monsieur, qu'il y a au fond de ces verres. Parmi toutes les bouteilles vides, déposées dans le bas de cette armoire, il s'en trouve une, la voici, ayant contenu du vinaigre, et c'est de cette bouteille que les assassins ont versé quelques gouttes. Et, saisissant un verre, il le mit sous le nez du père Planta en ajoutant « Que monsieur le juge de paix prenne la peine de sentir. » Il n'y avait pas à discuter. Le vinaigre était bon, son odeur était des plus fortes. Les malfaiteurs, dans leur précipitation, avaient laissé derrière eux cette preuve irrécusable de leur intention d'égarer l'enquête. Seulement, capables des plus artificieuses combinaisons, ils ignoraient l'art de les mener à bien. Leur malice était, ainsi que l'eût dit le digne monsieur Courtois, cousue de fil blanc. On pouvait cependant mettre toutes leurs fautes sur le compte d'une précipitation forcée ou d'un trouble qu'ils ne prévoyaient pas. Les planchers brûlent les pieds, disait un policier célèbre, dans une maison où on vient de commettre un crime. Monsieur Lecoq, lui, paraissait indigné, exaspéré comme peut l'être un véritable artiste devant l'œuvre grossière, prétentieuse et ridicule de quelque écolier poseur. « Voilà, grommelait-il, qui passe la permission. »« Canaille, canaille, ne l'est pas qui veut. Canaille habile, surtout. Encore faut-il les qualités de l'emploi, 1000 diables. Et tout le monde, Dieu merci, ne les a pas. » « Monsieur Lecoq, murmurait le vieux juge de paix. « Eh, monsieur, je ne dis rien que de juste.
Quand on est candide à ce point, on devrait bien rester honnête, purement et simplement. C'est si facile. » Alors, perdant toute mesure, tant sa colère paraissait grande, il avala, d'un seul coup, 5 ou 6 carrés de pâte assortie. « Voyons, voyons, » poursuivait le père Planta, de ce ton paternellement grondeur qu'on prend pour apaiser un enfant qui crie. « Ne nous fâchons pas. Ces gens-ci ont manqué d'adresse, c'est incontestable, mais songeons qu'ils ne pouvaient, dans leurs calculs, faire entrer en ligne de compte l'habileté d'un homme tel que vous. » Monsieur Lecoq, qui a la vanité de tous les acteurs, fut sensible au compliment et dissimula assez mal une grimace de satisfaction. « Soyons donc indulgents, » continuait le père Planta. D'ailleurs, il fit une pause pour donner plus de valeur à ce qu'il allait dire. « D'ailleurs, vous n'avez pas encore tout vu. » On ne sait jamais quand monsieur Lecoq joue la comédie. Comment le saurait-on ? Il ne le sait pas toujours lui-même. Ce grand artiste, passionné pour son art, s'est exercé à feindre tous les mouvements de l'âme, de même qu'il s'est habitué à porter tous les costumes. Et telle a été la conscience de ses études qu'arrivé à une perfection désolante pour la vérité, peut-être, à cette heure, n'a-t-il pas plus de sentiments que de physionomie qui lui soit propre. Il tempêtait bien fort contre les malfaiteurs, il gesticulait, mais il ne cessait d'observer sournoisement le père Planta, et ces derniers mots lui firent dresser l'oreille. « Voyons donc le reste, » dit-il. Et tout en suivant au jardin le vieux juge de paix, il adressait au portrait de la bonbonnière la confidence de son déplaisir et de son désappointement. « Peste soit, lui disait-il, peste soit du vieux cachotier. Nous ne tirerons rien par surprise de cet entêté. Il nous donnera le mot de son rébut quand nous l'aurons deviné, pas avant. Il est aussi fort que nous, ma mignonne. Il ne lui manque absolument qu'un peu de pratique. Cependant, vois-tu, pour qu'il ait trouvé ce qui nous échappe, il faut qu'il ait eu des indices antérieurs que nous ne connaissons pas. » Au jardin, rien n'avait été dérangé. « Tenez, monsieur Lecoq, » disait le vieux juge de paix, en suivant une des allées en demi-cercle conduisant à la Seine. « Tenez, c'est ici, à cet endroit du gazon qu'on a trouvé une des pantoufles de ce pauvre comte. Là-bas, un peu à droite dans cette corbeille de géranium, était son foulard. » Ils arrivèrent au bord de la rivière et relevèrent avec beaucoup de circonspection les planches qu'avait fait placer le maire pour laisser les empreintes intactes. « Nous supposons, dit le père Planta, que la comtesse, ayant réussi à s'échapper, a pu fuir jusqu'ici, et que c'est ici qu'elle a été rejointe et frappée d'un dernier coup. » Était-ce là l'avis du vieux juge ? Ne faisait-il que traduire l'impression du matin ? C'est ce que monsieur Lecoq ne put deviner. « D'après nos calculs, monsieur, reprit-il, la comtesse n'a pas dû fuir. Elle a dû être apportée ici, morte, où la logique n'est pas la logique. Au surplus, examinons. » Il s'agenouilla alors, comme là-haut, dans la chambre du second étage, et plus scrupuleusement encore, il étudia successivement le sable de l'allée, l'eau stagnante et les touffes de plantes aquatiques. Puis, remontant un peu, il prit une pierre qu'il lança, s'approchant aussitôt pour voir l'effet produit par la vase. Il regagna ensuite le perron de l'habitation et revint sous les saules en traversant le gazon où étaient encore, très nettes et très visibles, les traces d'un fardeau traîné relevé le matin. Sans le moindre égard pour son pantalon, il traversa la pelouse à 4 pattes, interrogeant les moindres brins d'herbe, écartant les touffes épaisses pour mieux voir le sol, observant minutieusement la direction des petites tiges brisées. Cette inspection terminée, « Nos déductions s'affirment, dit-il. On a apporté la comtesse ici. »« En êtes-vous bien certain ? » demanda le père Planta. Il n'y avait pas à s'y tromper cette fois. Évidemment, sur ce point, le vieux juge était indécis, et il demandait une autre opinion que la sienne, fixant ses hésitations. « Il n'y a pas d'erreur possible, » répondit l'agent de la sûreté. Et,
Souriant finement, il ajouta « Seulement, comme 2 avis valent mieux qu'1, je vous demanderai, monsieur le juge, de m'écouter. Vous me direz ce que vous pensez après. » Dans ses perquisitions, monsieur Lecoq avait trouvé à terre une petite baguette flexible, et tout en parlant, il s'en servait pour indiquer les objets à la façon des saltimbanques qui montrent sur les tableaux de leur baraque la représentation des merveilles qu'on voit à l'intérieur. « Non, disait-il, non, monsieur le juge de paix. Madame de Trémorel n'a pas fui. Frappée ici, elle serait tombée avec une certaine violence. Son poids, par conséquent, eût fait jaillir de l'eau assez loin, et non seulement de l'eau, mais encore de la vase, et nous retrouverions certainement quelques éclaboussures. Mais ne pensez-vous pas que depuis ce matin, le soleil, monsieur, aurait absorbé l'eau, mais la tache de boue sèche serait restée. Or, j'ai beau regarder, un à un pour ainsi dire, tous les cailloux de l'allée, je n'ai rien trouvé. On pourrait m'objecter que c'est de droite et de gauche que l'eau et la vase ont jailli. Moi, je réponds, examinez ces touffes de glaïeul, ces feuilles de nénuphar, ces tiges de jonc. Sur toutes ces plantes, vous trouvez une couche de poussière, très légère, je le sais, mais enfin de la poussière. Apercevez-vous la trace d'une seule goutte d'eau ? Non. C'est qu'il n'y a point eu jaillissement, par conséquent, pas de chute violente. C'est donc que la comtesse n'a pas été tuée ici. C'est donc qu'on a apporté son cadavre, et qu'on l'a déposé doucement où vous l'avez retrouvé. Le père Planta ne paraissait pas encore absolument convaincu. Mais ces traces de lutte sur le sable, là, dit-il. Monsieur Lecoq eut un joli geste de protestation. Monsieur le juge de paix daigne sans doute plaisanter, répondit-il. Ces marques-là ne tromperaient pas un lycéen. Il me semble, cependant, il n'y a pas à s'y tromper, monsieur. Que le sable ait été remué, fouillé, c'est positif. Mais toutes ces traînées qui mettent à nu le sol que recouvrait le sable ont été faites par le même pied. Cela vous ne le croyez peut-être pas. Et de plus faites uniquement avec le bout du pied. Et cela, vous pouvez le remarquer. Oui, cela, en effet, je le reconnais. Eh bien, monsieur, quand il y a eu lutte sur un terrain favorable aux investigations, comme celui-ci, on relève 2 sortes de vestiges fort distincts, ceux de l'assaillant et ceux de la victime. L'assaillant, qui se précipite en avant, s'appuie nécessairement sur la partie antérieure du pied et l'imprime sur la terre. La victime, au contraire, qui se débat, qui cherche à se débarrasser d'une étreinte fatale, fait son effort en arrière, s'arc-boute sur les talons et moule par conséquent les talons dans le sol. Si les adversaires sont de force égale, on trouve en nombre à peu près égal les empreintes de bout de pied et de talons, selon les hasards de la lutte. Ici, que trouvons-nous ? Le père Planta interrompit l'agent de la sûreté. « Assez, monsieur, lui dit-il, assez. L'homme le plus incrédule serait maintenant convaincu. » Et après un instant de méditation, répondant à sa pensée intime, il ajouta « Non, il ne peut plus y avoir d'objection. » Monsieur Lecoq, de son côté, pensa que sa démonstration valait bien une récompense, et triomphalement il avala un carré de réglisse. « Je n'ai cependant pas encore fini, reprit-il. Nous disons donc que la comtesse n'a pu être achevée ici. J'ajouterai, elle n'y a pas été portée, mais traînée. La constatation est aisée. Il n'est que 2 façons de traîner un cadavre. Par les épaules, et alors les 2 pieds traînant à terre laissent 2 sillons parallèles. Par les jambes, et alors la tête portant sur le sol laisse une empreinte unique et assez large. Le père Planta approuva d'un mouvement de tête. En examinant le gazon, poursuivit l'agent de la sûreté, j'ai relevé les sillons parallèles des pieds, mais l'herbe était foulée sur un espace assez large. Pourquoi ? C'est que ce n'est pas le cadavre d'un homme qui a été traîné à travers la pelouse, mais bien celui d'une femme tout habillée et dont les jupons étaient assez lourds. Celui de la comtesse, enfin,
et non celui du comte. Monsieur Lecoq s'interrompit, attendant un éloge, une question, un mot. Mais le vieux juge de paix n'avait plus l'air de l'écouter et paraissait plongé dans les calculs les plus abstraits. La nuit tombait, un brouillard léger comme la fumée d'un feu de paille se balançait au-dessus de la Seine. « Il faut rentrer, » dit tout à coup le père Planta. « Allez voir où le docteur en est de l'autopsie. » Et, lentement, l'agent de police et lui regagnèrent la maison. Sur le perron se tenait le juge d'instruction qui s'apprêtait à aller à leur rencontre. Il tenait sous son bras sa grande serviette de chagrin violet timbrée à ses initiales et avait repris son léger pardessus d'Orléans noir. Il avait l'air satisfait. « Je vais vous laisser le maître, monsieur le juge de paix, dit-il au père Planta. Il est indispensable, si je veux voir ce soir monsieur le procureur impérial, que je parte à l'instant. Déjà, ce matin, lorsque vous m'avez envoyé chercher, il était absent. » Le père Planta s'inclina. « Je vous serai fort obligé, continua M. Dominy, de surveiller la fin de l'opération. Le docteur Gendron n'en a plus, vient-il de me dire, que pour quelques minutes, et j'aurai ses notes demain matin. Je compte sur votre bonne obligeance pour mettre les scellés partout où besoin est, et aussi pour constituer des gardiens. Je me propose d'envoyer un architecte relever le plan exact de la maison et du jardin. » Puis, remarqua le vieux juge de paix, il faudra sans doute un supplément d'instruction. « Je ne le pense pas, » fit le juge d'instruction d'un ton de certitude. Puis, s'adressant à monsieur Lecoq, « Eh bien, monsieur l'agent, demanda-t-il, avez-vous fait quelques découvertes nouvelles ?»« J'ai relevé plusieurs faits importants, » répondit monsieur Lecoq, « mais je ne puis me prononcer avant d'avoir encore vu là-haut au jour. Je demanderai donc à monsieur le juge d'instruction la permission de ne lui présenter mon rapport que demain, dans l'après-midi. Je crois pouvoir répondre, d'ailleurs, que si embrouillée que soit cette affaire... » Monsieur Dominy ne le laissa pas achever. « Mais, interrompit-il, je ne vois rien d'embrouillé dans cette affaire. Tout me paraît, au contraire, fort clair. » Cependant, objecta monsieur Lecoq, je pensais... « Je regrette vraiment, poursuivit le juge d'instruction, qu'on vous ait appelé avec trop de précipitation et sans grande nécessité. J'ai maintenant contre les 2 hommes que j'ai fait arrêter les charges les plus concluantes. » Le père Planta et monsieur Lecoq échangèrent un long regard, trahissant leur surprise profonde. « Quoi ?» ne put s'empêcher de dire le vieux juge de paix. « Vous auriez, monsieur, recueilli des indices nouveaux ?»« Mieux que des indices, je crois, » répondit monsieur Dominy, avec un plissement de lèvres de fâcheux augure. La ripaille, que j'ai interrogé une seconde fois, commence à se troubler. Il a perdu tout à fait son arrogance. J'ai réussi à le faire se couper à plusieurs reprises, et il a fini par m'avouer qu'il a vu les assassins. « Les assassins ?» exclama le père Planta. « Il a dit les assassins ? Il a vu au moins l'un d'entre eux. Il persiste me jurer qu'il ne l'a pas reconnu. Voilà où nous en sommes. Mais les ténèbres de la prison ont des terreurs salutaires. Demain, après une nuit d'insomnie, mon homme, j'en suis persuadé, sera bien autrement explicite. » Mais Guespin, interrogea anxieusement le vieux juge. « Avez-vous de nouveau questionné Guespin ?»« Oh, fit monsieur Dominy, pour ce qui est de celui-là, tout est dit. »« Il a avoué ?» demanda monsieur Lecoq, stupéfié. Le juge d'instruction se tourna à demi vers l'homme de la police, comme s'il eût trouvé mauvais qu'il osât le questionner. « Guespin n'a rien avoué, » répondit-il néanmoins, « mais sa cause n'en est pas meilleure. Nos bateliers sont revenus. Ils n'ont pas encore retrouvé le cadavre de monsieur de Trémorel, qu'ils supposent avoir été entraîné par le courant, mais ils ont repêché d'abord au bout du parc, dans les roseaux, l'autre pantoufle du comte. Puis, au milieu de la Seine, sous le pont, remarquez bien ce détail, sous le pont, une veste de drap grossier qui porte encore des traces de sang. »« Et cette veste est à Guespin ?» demandèrent ensemble le vieux juge de paix et l'agent de la sûreté. « Précisément.
Elle a été reconnue par tous les gens du château, et Guespin a avoué sans difficulté qu'elle lui appartient. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Dominy s'arrêta comme pour reprendre haleine, en réalité pour faire languir un peu le père Planta. Par suite de leur divergence d'opinion, il avait cru reconnaître en lui une certaine hostilité sourde, et, la faiblesse humaine ne perdant jamais ses droits, il n'était pas fâché de triompher un peu. « Ce n'est pas tout, poursuivit-il. Cette veste avait à la poche droite une large déchirure, et un morceau de l'étoffe avait été arraché. Ce lambeau de la veste de Guespin, savez-vous ce qu'il était devenu ? » « Ah !» murmura le père Planta. « C'est lui que nous avons retrouvé dans la main de la comtesse. »« Vous l'avez dit, monsieur le juge de paix. Que pensez-vous, je vous prie, de cette preuve de culpabilité du prévenu ?» Le père Planta semblait consterné. Les bras lui tombaient. Quant à monsieur Lecoq, qui, devant le juge d'instruction, avait repris sévèrement son attitude de mercier retiré, il fut à ce point surpris qu'il faillit s'étrangler avec un morceau de pâte. « Mille diables, disait-il, tout en toussant, réparation d'honneur, voilà qui est fort. » Il eut un sourire niais et ajouta plus bas et pour le seul père Planta. « Très fort, quoique du même tonneau et prévu par nos calculs. La comtesse tenait entre ses doigts crispés un lambeau de drap, donc il a dû être placé là intentionnellement par les meurtriers. » Monsieur Dominy n'avait pas relevé l'exclamation. Il n'entendit pas la réflexion de monsieur Lecoq. Il tendit la main au père Planta et lui donna rendez-vous pour le lendemain au palais. Puis il sortit, emmenant son greffier. Guespin et le vieux Laripaille, les menottes aux mains, avaient été quelques minutes plus tôt dirigés sur la prison de Corbeil, sous la conduite des gendarmes d'Orcival. Chapitre 8. Dans la salle de billard du château de Valfeuillu, le docteur Gendron venait d'achever sa funèbre besogne. Il avait retiré son vaste habit noir à larges manches, à basque immense, à boutonnière ornée du ruban rouge de la Légion d'honneur, véritable habit de savant, et il avait retroussé, bien au-dessus du coude, les manches de sa chemise de forte toile. Près de lui, sur une petite table destinée à recevoir les rafraîchissements, étaient épars les instruments dont il s'était servi, des bistouris et plusieurs sondes d'argent. Il avait dû, pour les investigations, dépouiller le cadavre, et il l'avait ensuite recouvert d'un grand drap blanc qui dessinait vaguement les formes du corps et dépassait, d'un côté, les bandes du billard. La nuit était venue, et une grosse lampe, à globe de cristal dépoli, éclairait cette scène sinistre. Penché au-dessus d'un immense seau d'eau, le docteur finissait de se laver les mains, lorsqu'entrèrent le vieux juge de paix et l'agent de la sûreté. Au bruit de la porte, M. Gendron se redressa vivement. « Ah, c'est vous, Planta, dit-il, d'une voix dont l'altération était parfaitement sensible. Où est M. Dominy ? » Parti. Le docteur ne prit pas la peine de réprimer un mouvement de vive impatience. « Il faut pourtant que je lui parle, dit-il. C'est indispensable, et le plus tôt sera le mieux. Car enfin, je me trompe peut-être. Je puis me tromper. » Monsieur Lecoq et le père Planta s'étaient approchés, refermant la porte qu'assiégeaient les domestiques du château. Entrés dans le cercle de la lumière de la lampe, ils purent voir combien étaient bouleversés les traits si régulièrement calmes de monsieur Gendron. Il était pâle, plus pâle que la morte qui gisait là sous ce grand drap. L'altération des traits et de la voix du docteur ne pouvait être causée par la tâche qu'il venait de remplir. Certes, elle était pénible, mais M. Gendron est un de ces vieux praticiens qui ont tâté le pouls à toutes les misères humaines, dont le dégoût s'est blasé aux plus hideux spectacles, qui en ont vu bien d'autres, enfin. Il fallait qu'il eût découvert quelque chose d'extraordinaire. « Je vais, mon cher docteur, lui dit le père Planta, vous adresser la question que vous m'adressiez, il y a quelques heures. Vous trouveriez-vous indisposé ?
Êtes-vous souffrant » M. Gendron secoua tristement la tête et répondit avec une intention calculée et parfaitement notée. « Je vous répondrai, mon ami, précisément ce que vous m'avez répondu. Je vous remercie, ce n'est rien, je vais déjà mieux. » Alors, ces deux observateurs, également profonds, détournèrent la tête, comme si, redoutant d'échanger leurs pensées, ils se fussent défiés de l'éloquence de leurs regards. Monsieur Lecoq s'avança. « Je crois savoir, dit-il, les raisons de l'émotion de monsieur le docteur. Il vient de découvrir que madame de Trémorel a été tuée d'un seul coup, et que plus tard, les assassins se sont acharnés sur un cadavre déjà presque froid. » Les yeux du docteur eurent, en s'arrêtant sur l'agent de la sûreté, une expression d'immense stupeur. « Comment avez-vous pu deviner cela » demanda-t-il. « Oh, je n'ai pas deviné seul, » répondit modestement monsieur Lecoq. « Je dois partager avec monsieur le juge de paix l'honneur du système qui nous a amenés à prévoir ce fait. » Monsieur Gendron se frappa le front. « En effet, » s'écria-t-il, « je me rappelle maintenant votre recommandation. Dans mon trouble, qui a été grand, il faut bien que je le confesse, je l'avais totalement oublié. » Monsieur Lecoq crut devoir s'incliner. « Eh bien, reprit le médecin, vos prévisions se trouvent réalisées. Entre le premier coup de poignard qui a donné la mort et les autres, il ne s'est peut-être pas écoulé tout le temps que vous supposez, mais je suis persuadé que madame de Trémorel avait cessé de vivre depuis près de 3 heures, lorsqu'on l'a frappée de nouveau. » Monsieur Gendron s'était approché du billard et, lentement, il avait relevé le drap mortuaire, découvrant ainsi la tête et une partie du buste du cadavre. « Éclairez-nous donc, Planta, » demanda-t-il. Le vieux juge de paix obéit. Il prit la lampe et passa de l'autre côté du billard. Sa main tremblait si fort que le globe et le verre s'entrechoquaient. La lumière vacillante promenait sur les murs des ombres sinistres. Cependant, le visage de la comtesse avait été lavé soigneusement. Les plaques de sang et de vase avaient été enlevées. La marque des coups était ainsi plus visible, mais on retrouvait sur cette figure livide les traces de sa beauté. Monsieur Lecoq se tenait en haut du billard, se penchant pour examiner de plus près. « Madame de Trémorel, disait le docteur Gendron, a reçu 18 coups de poignard. De toutes ces blessures, une seule est mortelle, c'est celle dont la direction est presque verticale. Tenez, là, un peu au-dessous de l'épaule. » En même temps, il montrait la plaie béante, et sur son bras gauche, il soutenait le cadavre dont les admirables cheveux blonds s'éparpillaient sur lui. Les yeux de la comtesse avaient conservé une expression effrayante. Il semblait que de sa bouche entr'ouverte, ce cri allait s'échapper. « À moi, au secours !» Le père Planta, l'homme au cœur de pierre, détournait la tête, et le docteur, devenu maître de son émotion première, continuait de cette voix un peu emphatique des professeurs à l'amphithéâtre. La lame du couteau devait être large de 3 centimètres et longue de 25 au moins. Toutes les autres blessures, aux bras, à la poitrine, aux épaules, sont légères relativement. On doit les supposer postérieures de 2 heures au moins à celle qui a déterminé la mort. « Bien, » fit monsieur Lecoq. « Remarquez, » reprit vivement le docteur, « que je n'émets pas une certitude. J'indique simplement une probabilité. Les phénomènes sur lesquels se base ma conviction personnelle sont trop fugitifs, trop insaisissables de leur nature, trop discutés encore pour que je puisse rien assurer. » Cet exposé du docteur parut contrarier vivement monsieur Lecoq. « Cependant, dit-il, du moment où... »« Ce que je puis affirmer, interrompit monsieur Gendron, ce que, sans scrupule, j'affirmerai devant un tribunal, sous la foi du serment, c'est que toutes les plaies contuses de la tête, à l'exception d'une seule, ont été faites bien après la mort. Pas de doute, pas de discussion possible. Voici au-dessus de l'œil le coup donné pendant la vie. Comme vous le voyez, l'infiltration du sang dans les mailles des tissus a été considérable. La tumeur est énorme, très noire au centre et plombée.
Les autres contusions ont si peu ce caractère que même ici, où le choc a été assez violent pour fracturer l'os temporal, il n'y a aucune trace d'ecchymose. Il me semble, monsieur le docteur, insinua monsieur Lecoq, que de ce fait acquis et prouvé, que la comtesse a été, après sa mort, frappée par un instrument contondant, on peut conclure que c'est également lorsqu'elle avait cessé de vivre qu'elle a été hachée de coups de couteau. Monsieur Gendron réfléchit un moment. Il se peut, monsieur l'agent, dit-il enfin, que vous ayez raison, et pour ma part j'en suis persuadé. Pourtant, les conclusions de mon rapport ne seront pas les vôtres. La médecine légale ne doit se prononcer que sur des faits patents, démontrés, indiscutables. Si elle a un doute, le moindre, le plus léger, elle doit se taire. Je dirai plus. S'il y a incertitude, mon avis est que l'accusé doit en recueillir le bénéfice et non l'accusation. Ce n'était, certes, pas là l'opinion de l'agent de la sûreté, mais il se garda bien d'en rien dire. C'est avec une attention passionnée qu'il avait suivi le docteur Gendron, et la contraction de sa physionomie disait l'effort de son intelligence. « Il me paraît possible, maintenant, dit-il, de déterminer où et comment la comtesse a été frappée. » Le docteur avait recouvert le cadavre, et le père Planta avait replacé la lampe sur la petite table. Ils engagèrent tous deux monsieur Lecoq à s'expliquer. « Eh bien, reprit l'homme de la police, la direction de la blessure de madame de Trémorel me prouve qu'elle était dans sa chambre, prenant le thé, assise et le corps un peu incliné en avant lorsqu'elle a été assassinée. L'assassin est arrivé par derrière, le bras levé. Il a bien choisi sa place et a frappé avec une force terrible. Telle a été la violence du coup que la victime est tombée en avant, et que dans la chute, son front rencontrant l'angle de la table, elle s'est fait la seule blessure échymosée que nous avons remarquée à la tête. » Monsieur Gendron examinait alternativement monsieur Lecoq et le père Planta, qui échangeaient des regards au moins singuliers. Peut-être se doutait-il du jeu qu'ils jouaient. « Évidemment, dit-il, le crime doit avoir eu lieu comme l'explique monsieur l'agent. » Il y eut un autre silence si embarrassant que le père Planta jugea convenable de l'interrompre. Le mutisme obstiné de monsieur Lecoq le taquinait. « Avez-vous vu, lui demanda-t-il, tout ce que vous aviez à voir ? » « Pour aujourd'hui, oui, monsieur. Pour les quelques perquisitions qui me seraient encore utiles, j'ai besoin de la lumière du jour. Il me paraît d'ailleurs que, sauf un détail qui m'inquiète, je tiens complètement l'affaire. » « Il faut alors être ici demain de bon matin. »« J'y serai, monsieur, à l'heure qu'il vous plaira. Vos explorations terminées, nous nous rendrons ensemble à Corbeil, chez monsieur le juge d'instruction. Je suis aux ordres de monsieur le juge de paix. » Le silence recommença. Le père Planta se sentait deviné, et il ne comprenait rien au singulier caprice de l'agent de la sûreté qui, si prompt quelques heures plus tôt, se taisait maintenant. Monsieur Lecoq, lui, ravi de taquiner un peu le juge de paix, se proposait de l'étonner prodigieusement le lendemain en lui présentant un rapport qui serait le fidèle exposé de toutes ses idées. En attendant, il avait tiré sa bonbonnière et confiait 1000 choses au portrait. « Puisqu'il en est ainsi, fit le docteur, il ne nous reste plus, ce me semble, qu'à nous retirer. »« J'allais demander la permission de le faire, dit monsieur Lecoq. Je suis à jeun depuis ce matin. » Le père Planta prit un grand parti. « Regagnez-vous Paris ce soir, monsieur Lecoq ? Demanda-t-il brusquement. « Non, monsieur, je suis arrivé ici ce matin avec l'intention d'y coucher. J'ai même apporté mon sac de nuit, qu'avant de venir au château, j'ai déposé à cette petite auberge qui est au bord de la route et qui a un grenadier peint sur sa devanture. C'est là que je me propose de souper et de coucher. »« Vous serez fort mal au grenadier fidèle, » fit le vieux juge de paix. « Vous ferez acte de prudence en venant dîner avec moi. »« Monsieur le juge de paix est vraiment trop bon. De plus, comme nous avons à causer, et peut-être longuement, je vous offre une chambre.
Nous allons prendre votre sac de nuit en passant. Monsieur Lecoq s'inclina, la bouche en cœur, à la fois flatté et reconnaissant de l'invitation. « Et vous aussi, docteur, continua le père Planta. Bon gré mal gré, je vous enlève. Ah, ne dites pas non. Si vous tenez absolument à rentrer à Corbeil ce soir, nous vous reconduirons après souper. » Restaient les scellés à poser. L'opération fut promptement terminée. Des bandes étroites de parchemin, retenues par de larges cachets de cire, aux armes de la justice de paix, furent placées à toutes les portes du premier étage, à la porte de la chambre à la hache, et aussi au battant d'une armoire où toutes les pièces de conviction, recueillies par l'enquête et minutieusement décrites dans les procès-verbaux, avaient été déposées.